beaucoup parlent de ce qui s'est passé en 73, de la guerre du Kippour, où il y a eu le premier choc pétrolier. Ce n'était pas seulement le pétrole, c'était également beaucoup de matières premières qui avaient augmenté, et l'énergie en général. Et donc, beaucoup voient un rapport avec ce qui s'est passé à l'époque. Mais si on analyse les faits, c'est encore bien plus grave. Pourquoi ? Parce qu'on vient après 2 ans de Corona, où les économies israéliennes ou mondiales ont été quand même assez frappées. Ouais. Eh bien, nous sommes jeudi matin et de manière tout à fait exceptionnelle, eh bien, nous avons le plaisir de retrouver notre ami le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique avec un jour de retard, puisque hier nous avons consacré notre émission, notre heure d'actualité au 30e anniversaire de la disparition de Menachem Begin avec une interview exclusive que nous a accordée Dan Meridor. Nous allons maintenant parler on va dire d'économie brûlante, pour le docteur Daniel Guggenheim. Bonjour Boker Tov. Bonjour. Alors effectivement, beaucoup de problèmes, beaucoup de questions se posent aujourd'hui face à la crise en Ukraine et à ses répercussions sur le plan économique, parce que l'on comprend que plus les sanctions que Joe Biden impose à la Russie sont draconiennes, et bien plus, il risque d'y avoir des effets, des contre-coups extrêmement difficiles pour l'ensemble, on va dire, de la population du monde, et cela n'échappe pas, bien entendu, Israël n'échappe pas, bien entendu, à cette population. Et j'entendais des gens qui parlaient depuis 24 heures d'un prix du litre d'essence en Israël qui pourrait atteindre les 10 shekels. Alors c'est tout à fait effrayant. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire le clair sur les répercussions que les mesures annoncées par Joe Biden, d'abord les sanctions en général contre la Russie, mais aussi en particulier le fait que la Russie cesse de commander du pétrole et du gaz russe, vont avoir sur nous? Oui. Comme d'habitude, vous posez judicieusement le problème, et ce qui va me permettre d'essayer d'éclairer, comme d'habitude, nos auditeurs sur la question. Effectivement, beaucoup parlent de ce qui s'est passé en 73, de la guerre du Kippour, où il y a eu le premier choc pétrolier. D'ailleurs, même à l'époque, ce n'était pas seulement le pétrole, c'était également beaucoup de matières premières qui avaient augmenté, et l'énergie en général. Et donc, beaucoup voient un rapport avec ce qui s'est passé à l'époque. Mais il faut dire que ce n'est que une première comparaison. Mais si on analyse les faits, c'est encore bien plus grave. Pourquoi ? Parce qu'on vient après 2 ans de Corona, où les économies israéliennes ou mondiales ont été quand même assez frappées. Oui. Et on en sortait avec déjà une inflation qui reprenait dans tous les pays, même en Israël, qui était très sage ces dernières années. Et aux États-Unis, vous savez, on atteint les 8%. En Europe, maintenant les chiffres sont tombés de février, ils sont à 6% pratiquement l'année. Et donc, on est déjà dans une tendance inflationniste qui n'existait pas dans les années 70. Et en plus de ça, il y a les sanctions générales. À l'époque, c'est vrai que l'embargo pétrolier, tous ceux qui sont moins, comme moi, plus jeunes, qui ne sont plus jeunes, se rappellent de cette époque où les pays arabes ont utilisé le pétrole comme une guerre aussi contre Israël en voulant faire des embargos. Mais ça, il s'agit pas seulement de pétrole ou d'énergie, il s'agit de toutes les marchandises, et en plus dans un monde qui est encore bien plus globalisé que maintenant. C'est pour ça que, effectivement, et en plus, bien entendu, au-dessus de tout ça, il y a la menace nucléaire qui est encore un autre point qui a eu lieu à la guerre du Kippour, mais d'une autre façon, et donc ça inquiète énormément les marchés financiers. Je dirais, par rapport, d'abord, pour répondre à votre question, il s'agit de l'essence à 10 shekels. Je vois quand même en France, pour éviter justement une déstabilisation du pays au niveau de l'inflation, le gouvernement
va présenter maintenant ce qu'on appelle un plan de résilience économique qui ne sera pas seulement un ciblage de ceux qui ont un problème, mais apparemment une volonté de l'État de réduire ses recettes qui sont énormes de la part de l'énergie. En Israël, le prix puisque vous avez parlé de l'essence par exemple, 60% de ce prix-là, c'est de la taxe. Souvent, on en a rappelé ici parce qu'il y a une justification économique, parce qu'on veut encourager les gens à utiliser les transports publics, c'est quelque chose de polluant, etc. Mais là, si on fait ça brusquement, si on ne baisse pas les taxes qui sont données proportionnellement le prix du pétrole, on parle même, maintenant il est autour de $140, ce qui est presque un record historique qu'on n'a pas vu depuis 2014. Mais on parle aussi d'un prix à 200 ou $300. Enfin, je sais pas si ça sera 300, mais $200, ça peut arriver. Et donc, c'est une augmentation quand même massive. Et effectivement, il est très possible que l'État d'Israël décide, dans ce cas, de ne pas répercuter toute cette augmentation à la pompe en justement se modérant point de vue des impôts. Je voudrais rappeler que hier est sorti ou avant-hier est sorti les chiffres de statistiques que le ministère des Finances a donné sur les recettes de l'État. Et ça, ils sont historiquement hauts. Et le déficit budgétaire d'Israël est autour de 2% par rapport au PIB. Donc on est même beaucoup mieux que ce que le ministère. Et donc je pense, souvent vous me dites, vous, dans nos conversations, mais pourquoi le gouvernement ne donne pas plus? Puisque finalement, il y a de la possibilité. Et je pense que, effectivement, le gouvernement va mettre la main à la pâte et va sûrement baisser. C'est-à-dire ce qu'on a remarqué, en tout cas depuis l'annonce de Biden, c'est qu'apparemment, il y a un changement qui s'est produit, y compris au sein des hauts fonctionnaires du ministère des Finances. C'est-à-dire que d'habitude, d'ordinaire, ce sont eux les durs, on va dire, et que les hommes politiques, les ministres veulent être, on va dire, plus ouverts avec le peuple. Là, eux-mêmes comprennent qu'il faudra absolument réduire l'imposition sur le prix du pétrole. Oui, parce qu'ils ont vu les chiffres que je vous ai dit. Maintenant aussi, ils savent que ça ne va pas poser un problème au niveau du déficit budgétaire ou de la note d'Israël. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont prêts à faire ça. C'est pas un cadeau. Oui, ils auraient pu y penser avant même. Mais ça ne... Non, mais ça, ils sont appuyés. Ils réagissent par rapport aux choses pour justement éviter aussi la panique. Il y a des gens qui sont de toute façon obligés de prendre leur voiture et pour pas demander à ces gens-là d'avoir une augmentation de 30% de leur prix tout d'un coup d'essence du jour au lendemain. Une chose très importante que je voudrais rajouter, on parle aussi beaucoup du blé. Oui. Israël importe énormément de blé de la Russie et de l'Ukraine. 60% du blé, par exemple, pour le manger, pour le bétail, vient de ces pays-là. Et c'est totalement arrêté maintenant. Et 50% de la farine qui est faite en Israël pour les gâteaux, pour les pains, vient aussi de ces pays-là. Et je crois même plus l'année de Shemitah, parce qu'il y a un problème, peut-être on apporte encore plus. Et donc, c'est évident. Et là, il y a arrêt total pour l'instant. Il faut savoir, les bateaux ne passent plus. La mer Noire, elle est fermée. Les assurances aussi refusent d'assurer, de couvrir. Et donc, c'est un grand problème. Un avant-dernier point que je voudrais dire concernant les gens qui viennent ici d'Ukraine. On a l'Aliyah d'abord. Les chiffres d'ailleurs ont été rétablis. L'Aliyah, ils avaient parlé de 14 000 personnes. Pour l'instant, c'est 1 400 personnes et pas 14 000. Les hauts fonctionnaires avaient mis un zéro en plus. Et il y a une vaste discussion aussi éthique en Israël pour savoir par rapport aux réfugiés, par rapport à ces personnes qui viennent là, est-ce que faut accepter, pas accepter. Je veux uniquement point de vue économique parler. Les entreprises de haute technologie et les économistes en général utilisent une main-d'œuvre en Ukraine et voient d'un très bon œil l'arrivée de ces gens-là qui viennent, qui sont la plupart du temps des gens de classe moyenne, qui sont des gens que d'après eux, encore une fois, je parle uniquement point de vue économique, que pour Israël, pour le marché du travail et pour la croissance, sera une très bonne affaire pour Israël, point de vue économique. Et ça a été noté. Mais Israël ne peut pas sélectionner uniquement les spécialistes du high-tech ou les ingénieurs supérieurs, techniciens supérieurs, et les faire venir. C'est-à-dire, si on ouvre les frontières à l'ensemble des réfugiés ukrainiens, qu'ils soient juifs ou non juifs.
Oui, ça oui, mais je parle maintenant d'un point de vue économique. Oui. C'est vrai qu'on a quand même avec leur famille, mais si c'est des gens qui, il y a des fois des gens qui viennent de certains pays parce qu'ils sont réfugiés et c'est des gens qui vont sur l'économie du pays être durs. Et d'ailleurs, Israël a souvent d'ailleurs ne fait pas, point de vue de juif, ne fait pas de différence. Mais je dis, point de vue économique, il y a des titres comme quoi, dès qu'ils arrivent, les sélectionneurs, eux, ils les connaissent d'ailleurs, comme vous venez de dire, puisqu'ils les emploient, ils sont pas mécontents de ce qui se passe. Je parle uniquement point de vue économique. Dernière chose que je voudrais parler, parce que j'ai eu aussi des olives qui m'ont demandé là-dessus, le rapport shekel euro, shekel dollar, le shekel, parce que la bourse américaine dévisse, le Nasdaq a baissé depuis 18%, c'est normal de tous ces événements, et on n'en pas au bout. Après avoir gagné 1000% en 10 ans, mais quand même, ça fait beaucoup. Et le shekel est très sensible à ce qui se passe sur le Nasdaq, comme je dis souvent ici. Et ça fait que le dollar est passé autour de 3,30. Et son record, il y a un an, était 3,35. L'euro a bien faibli aussi par rapport au dollar. Et il est entre 1,8 et 1,09, alors qu'il était, il n'y a pas longtemps, 1,20. Il a été 1,30. D'ailleurs, en Europe, on parle de ça, que la crise du pétrole est bien plus dure parce que l'euro est beaucoup plus faible par rapport au dollar. Oui, ça va toucher beaucoup plus. Hein, les mesures prises par Biden vont toucher beaucoup plus l'Europe que les États-Unis. Et qu'Israël, parce qu'Israël a du gaz, par exemple. Et le gaz, nous, il parle maintenant d'ailleurs d'exporter du gaz. Une chose que je voudrais dire par rapport à ça, par rapport à l'euro shekel surtout, parce que beaucoup me demandent, moi je persiste à dire, l'euro est autour de 3,60, il avait un peu baissé, il était même allé jusqu'à 3,54. Je pense que point de vue économique, l'Europe sera affaiblie après ce qui se passe, sera là. Et moi personnellement, si je vis en Israël, je ne garderai pas des euros. Mais c'est quelque chose de général que je voudrais redire ici. Alors, on va passer à parler de l'autre grand sujet économique et commercial de la semaine, c'est Carrefour. Hein. Tout le monde en parle, je positive, nous positivons avec Carrefour qui va s'installer en Israël et qui va récupérer, on va dire, les succursales de Yenot Bitan et de Mega. Alors, on parle de plusieurs dizaines de succursales. Quel est l'impact économique et commercial de l'arrivée de Carrefour? Est-ce que ça va faire baisser les prix? Est-ce que, Dr. Guggenheim, est-ce que c'est là déjà le résultat de l'ouverture des frontières israéliennes à l'exportation, à l'importation de produits de l'étranger pour faire baisser les prix des produits israéliens? Oui, c'est effectivement beaucoup de gens se posent cette même question. Je voudrais d'abord dire deux choses que je ne suis pas sûr que tout le monde y sait. D'abord, la société Carrefour, qui est maintenant une société de supermarché mondiale, dans les années 60 est venue à la Banque de France pour montrer son bilan et avoir le droit de la part des banques de recevoir des prêts. La Banque de France lui a dit, un an après, tu vas faire faillite. Et elle n'a pas fait faillite, et ça a donné lieu à des modèles des économistes qui ont changé leur modèle pour analyser les faillites. Et j'ai fait d'ailleurs une thèse à ce sujet, qui sont passés de ce qu'on appelle une vie du bilan à une vie de l'argent qui rentre, de la trésorerie. Ça, c'est important. Deuxième chose que les gens ignorent, c'est qu'il y a 3 ans, le supermarché Victory, vous connaissez sûrement, ont voulu aussi être achetés par Carrefour, c'est-à-dire faire un accord comme le même genre de choses avec Carrefour, ils l'ont pas fait. Donc, il y a eu une tentative et ça n'a pas été fait. Eux, ils disent, lui, en tout cas de Victory, il dit, c'est faux. Sachez que si Carrefour vient, ça ne va pas entraîner pour les Israéliens une baisse, d'après moi, importante du prix de ce qu'ils vont acheter. C'est ce que lui, il dit. Et peut-être qu'il a vérifié ça lorsqu'il a fait à l'époque, de ne pas avoir fait justement l'affaire avec eux. En concernant l'autre point que vous avez souligné, bien entendu, Carrefour, c'est 14 000 succursales dans le monde. C'est ici, il veut en faire 150. Ils produisent eux-mêmes, comme certains le font ici, énormément de produits. Il n'y aura pas besoin de passer par OSEM ou par autre s'ils veulent envoyer des produits eux-mêmes qui seront faits. Par contre, ils ont dit 2 choses très importantes d'ailleurs. Ils ont dit que la cache-route et Shabbat, ça ne changera pas par rapport à la société Bitan. Ils resteront dans le même ordre. Ils ne vont pas changer la civilisation israélienne. Maintenant, est-ce qu'au niveau des prix, parce que c'est une grande question, il y a certains qui disent, par exemple, Carrefour
les prix, par exemple, il paraît dans les pays du Golfe, Carrefour, c'est très cher. Est-ce que les prix de Carrefour ici vont être des prix, on va dire, populaires, ou alors cela va être, on va dire, le haut de gamme? Et donc, encore, je voudrais ajouter, par exemple, ils font aussi, par exemple, pas seulement de la nourriture, ils font aussi du sport et des choses comme ça. Donc, est-ce que ça va toucher l'ensemble des produits? J'ai donné donc ici des éléments pour dire que, apparemment, point de vue économique, ça pourrait être bien, puisqu'ils pourraient, comme j'ai dit, produire eux-mêmes, faire de l'importation eux-mêmes. En vérité, vu ce que j'ai dit et ce que vous venez de dire, par exemple, l'exemple des pays du Golfe, qu'à mon avis, on ne peut pas le savoir avant que ça se fasse. Parce que d'abord, jusqu'en 2022, ils vont en faire 3. Et après, c'est 150 qui va, je crois, couvrir ici pendant les prochaines années. Et donc, il faut, à mon avis, il faut suivre. Vous savez qu'il y a la réforme de Lieberman, ça va bien, que lui veut libéraliser en même temps. Est-ce que maintenant ça marchera mieux qu'il y a ces marchés il y a quelques années parce qu'il y a cette volonté-là? Mais ça, se dire, est-ce que Carrefour c'est le pionnier de cette démarche de Lieberman ou pas? Ou alors c'est déjà même avant? On ne sait pas. Il y a énormément d'ombre et c'est pour ça qu'il faut rester prudent. Et on a bien posé ici les deux côtés de la monnaie, de la pièce de monnaie, comme on dit. Alors, ça, c'est un point extrêmement important. On aura certainement l'occasion de revenir sur ce dossier. Maintenant, bien entendu, on va parler un peu de la journée de la Tzedaka. C'est important de le souligner, puisque dimanche, eh bien, je vous le rappelle, sur Radio Kalita également, à Kalita, eh bien, ce sera la journée de la Tzedaka. Vous vouliez insister sur un point en particulier? Oui. D'abord, je voudrais, en tant que moi, qui m'occupe d'Eolim, qui suis le conseiller économique et financier d'Eolim à Kalita, dire que je suis amené à rencontrer et à m'occuper de beaucoup de cas, et je vois qu'il y a une grande souffrance économique et une grande aide que Kalita donne par rapport à ces Olim-là, et je voudrais le souligner, c'est plusieurs millions de shekels l'année dernière qui ont été donnés, ça représente, je crois, 1000 familles qui sont aidées, et donc c'est quelque chose d'important que je vois, et donc ça, je veux le souligner, puisque je vois ça comme une synergie, les conseils que je donne, et aussi le fait, bien sûr, on a un cœur et on s'associe à la souffrance économique que des gens ont. Je voudrais parler ici, justement, pour encourager les gens de dimanche à participer à cette journée de Tzedaka, parler ici d'une initiative israélienne qui existe depuis 2008 en cette matière et qui a un énorme succès. Cette initiative s'appelle Igul Letova, c'est-à-dire, arrondir, de quoi il s'agit. Quand quelqu'un fait un achat par carte de crédit, il peut décider parmi 200 associations qui sont sélectionnés par une commission publique dirigée par un ancien juge de la Cour suprême, qui sont dans tous les domaines, qui peuvent aider depuis la santé jusqu'à l'aide à l'enfance, etc. Et ils peuvent comme ça dire, moi quand je devrais plus payer maintenant, quand je fais mon achat ici, par exemple au super à Carrefour bientôt, 56 shekels, alors je vais payer 60. Ça ne représente pas énormément d'argent en plus. Et d'un autre côté, quelqu'un aussi qui reçoit un salaire peut dire à son patron, regarde, normalement j'aurais dû recevoir ce mois-là 1135 shekels, mais ne me donne que 1130 shekels. Et les 5 shekels que tu vas faire, je vais le donner donc à Igul Letova, et je dis là-bas à quelle association je veux donner cet argent. Maintenant, de quoi il s'agit? Quels sont les chiffres? D'abord, depuis son départ 2008 jusqu'à maintenant, 100 millions de shekels ont été donnés de cette façon-là. Il y a eu cette année 18 millions de shekels, ce qui était encore historique. Ce qui est formidable, c'est que pendant l'année du Corona, où les gens, à un moment donné, n'ont pas pu donner, comme c'était des petites, les petits ruisseaux qui font des grandes rivières, comme on dit, alors les gens n'ont pas changé ça, et donc ces associations qui bénéficiaient de ça n'ont pas vu leurs dons baisser. Ça a été une stabilité. Dernière initiative qu'il y a eu à ce niveau-là, cette année. Et donc, on peut donner à Kalita via Igul Letova? Non, justement, j'ai regardé, il n'y est pas encore. Il faudrait que Kalita s'adresse pour y être. Mais je pense que ça serait une bonne chose. Parce que je n'ai pas vu que là, il y a dedans. Dernière chose qui est importante, c'est que cette année, ils l'ont fait pour les petits-enfants.
et les petits-enfants depuis la maternelle avec un enseignement. Ils ont donné 10 agourot et ça a fait 200 000 shekels cette année. Donc ça veut dire que même les enfants ont participé à ce projet et ça montre, et même si sachez, vous donnerez ce que je voulais faire passer comme message, même un petit don à Kalita, tout ensemble, vous participerez pour la journée de Zaka à une grande œuvre. Eh bien, merci beaucoup. On va terminer là-dessus. Cela va nous permettre de nous projeter d'une certaine manière vers la semaine prochaine, donc, et la journée de la Tzedaka sur Radio Kalita. Merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim.